Bon, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir donc Pascal Grandmont, qui est le conservateur au Biodiversarium et responsable du service d'aquariologie, service qui est mutualisé entre le Biodiversarium et les services de recherche de l'Observatoire. Pascal a passé sa thèse en fait à l'université de Perpignan, et puis ensuite il a rejoint le laboratoire. Ça fait 18 ans maintenant qu'il est parmi nous, et fort efficacement parmi nous. Voilà. Vous connaissez peut-être aussi la voix de Pascal parce qu'en fait, il fait des interventions, je crois qu'il en est à la 350e ou 300, sur France Bleu Roussillon, dans une petite chronique qui s'appelle Méditerranée. Et donc, où il nous raconte la mer, ses espèces. Et puis, Pascal nous fait plaisir aussi pour l'association d'interagir avec les écoles, entre autres celle de Banyuls. Et vous ne manquerez pas de regarder les dessins que les enfants ont produits après un atelier qu'il est venu animer à l'école, puisqu'en fait le temps n'était pas propice à la sortie sur le terrain qui était prévu. Et il s'agissait en l'occurrence de faire un inventaire des petits fonds rocheux, d'expliquer aussi ce qu'est la conservation, ce qu'est la préservation des espèces. Et bien, il va pour nous, les adultes, bien, il va aujourd'hui nous expliquer ce que c'est qu'être conservateur au Biodiversarium et à l'Observatoire. Merci Pascal. Merci Anna. Bonsoir, donc moi je vais aujourd'hui vous parler effectivement de ce qu'on fait en termes de conservation à l'Observatoire océanologique. Ça ne sera pas exhaustif parce que finalement toutes les recherches qu'on mène à l'Observatoire, elles ont toutes à plus ou moins long terme et de plus ou moins près un objectif de conservation évidemment des milieux, de connaissance, mais aussi de conservation de ces milieux. Donc je vais d'abord vous présenter un petit peu le paysage du département, le paysage sous-marin du département, vous montrer un petit peu la richesse qu'on a ici. On a une réserve, on a un parc marin, c'est pas pour rien. Et puis petit à petit, on va aller voir comment on étudie ça et on va ensuite se focaliser sur l'aquariologie et sur la manière dont l'aquariologie peut justement être un outil important pour tout ce qui est conservation. Alors, sur la planète Terre, on a en fait ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité, c'est-à-dire des points chauds de biodiversité. Cette biodiversité, elle est menacée actuellement, on entend beaucoup parler d'érosion de biodiversité, c'est un sujet vraiment très présent. Et donc ces hotspots, qui sont au nombre d'une trentaine sur la planète, ce sont des zones dans lesquelles la biodiversité va être extrêmement élevée, mais aussi menacée. Et parmi ces hotspots de biodiversité, il y a la Méditerranée. La mer Méditerranée, donc, c'est une mer qui est quasi fermée. Elle va présenter un très fort taux d'endémisme, parce que justement elle est quasi fermée. Donc, l'endémisme, c'est le fait que certaines espèces seront présentes ici et pas ailleurs. Il y a plus de 10 000 espèces qui sont recensées en Méditerranée, alors que la Méditerranée ne représente que 0,8% de la surface des océans. Et 10% des espèces marines sont présentes dans cette mer, donc vous voyez que le facteur est quand même assez important. On a une circulation des masses d'eau qui est assez complexe entre l'arrivée par Gibraltar, les arrivées d'eau artificielles par le canal de Suez, et puis aussi, malheureusement, parce que justement il y a ces arrivées d'eau depuis le canal de Suez, la présence maintenant de plus de 1000 espèces non indigènes, donc non présentes originellement en Méditerranée, et certaines de ces espèces, on en reparlera plus loin, sont considérées comme des espèces exotiques envahissantes, donc des 3E, espèces exotiques envahissantes. Donc on a aussi dans notre département l'influence d'un courant particulier, d'un courant marin qui s'appelle le courant liguro-provençal, et ça aussi, on va y venir tout à l'heure. Alors il faut savoir qu'à l'échelle aussi bien terrestre que marine, on a une très grande diversité de biotopes, donc d'environnements différents dans le département, mais sous l'eau, on va le voir, on va le balayer assez rapidement, on a l'équivalent d'une Méditerranée miniature en fait, à l'échelle d'un département, avec quasiment tout ce qu'on pourrait trouver sous l'eau en Méditerranée, en particulier en Méditerranée occidentale, sur quelques dizaines de kilomètres de côte. Alors, on va démarrer du nord vers le sud. Quand on est très au nord, on a d'abord les lagunes côtières, telles que l'étang de Salzbourg. On a une autre lagune chez nous qui est l'étang de Canet-en-Roussillon. Ces lagunes, en fait, ce sont des endroits où l'eau va être soit dessalée, soit très salée en fonction de la saison. Ces lagunes, elles sont coupées du milieu marin par une bande de terre en général, ce qu'on appelle le lido. Et puis il va y avoir des très grandes variations de salinité, de température au fil de l'année, des adaptations des espèces, donc finalement peu de diversité, mais une richesse en termes de nombre d'individus qui sera particulièrement importante dans ces eaux.
Ces lagunes, elles sont aussi le lieu où se passent des activités socio-économiques importantes comme l'ostréiculture et la pêche lagunaire, évidemment. Et ces lagunes, elles sont actuellement menacées par des espèces envahissantes, dont le crabe bleu. On en reparlera plusieurs fois dans le cours de cet exposé. On a ensuite des consorts des lagunes du côté du Barcarès, et en gros entre le Barcarès et Argelès, les plages de sable. Alors quand vous mettez la tête sous l'eau au niveau des plages de sable, vous avez l'impression que c'est un peu désert, qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, la vie est bien présente, la vie sur le sable, soit elle s'en va quand vous rentrez à l'eau et donc les animaux s'éloignent, soit cette vie, elle est microscopique, ce qu'on va appeler la myofaune, et elle va se trouver entre les graines de sable. Donc on aura affaire à une faune millimétrique, quelques millimètres, qui va vivre entre les graines de sable et qui va constituer le départ d'une chaîne alimentaire importante, avec une biodiversité très riche, finalement, qui n'aura rien à envier quasiment à la côte rocheuse. Malheureusement, bon, ces côtes sableuses, elles sont, tout comme les côtes rocheuses d'ailleurs, soumises à des pollutions. Vous voyez, ça date pas d'hier. C'est une photo que j'avais faite en octobre 2011 à Sainte-Marie. Des plastiques partout après une crue. On a sur cette côte rocheuse aussi un autre problème, qui est l'érosion côtière. L'érosion côtière, elle est liée principalement aux aménagements côtiers qui ont eu lieu dans les années 60, au moment du programme Racine. Et cette modification du trait de côte, la création de ports en particulier, elle a entraîné des modifications de courant qui font que les plages s'érodent. Et pour contrer cette érosion des plages, on va créer des épis rocheux, des brise-lames, qui vont contrer de proche en proche, et en créant des plages en croissant, des zones où la mer va moins finalement avancer sur les terres. Ces épis rocheux, on sait maintenant qu'ils hébergent de nombreux juvéniles de poissons et qui servent de nurserie. Donc ils n'ont pas un rôle uniquement de protection du littoral, mais ils ont aussi un rôle en fait de protection des espèces. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'en milieu marin, le cycle biologique des espèces marines, pour la plupart, que ce soit des poissons ou des invertébrés, des étoiles de mer, des oursins, des gorgones, il va se passer en deux phases. Une phase où on aura des individus juvéniles et adultes qui seront près du littoral, dans leur habitat naturel, et puis ces animaux vont se reproduire, faire des milliers, voire même des millions d'œufs, qui vont être envoyés vers le large par les courants. Ça sera la phase dite de dispersion, et après plusieurs semaines de vie au large, les larves vont revenir à la côte et se fixer. Donc c'est le cas pour les oursins, c'est le cas pour le sar, là, qui est représenté ici. Et ça permet en fait ce qu'on appelle la connectivité entre les habitats, puisque si un peu de poisson se reproduit à un endroit, en émettant ses larves à distance, il va pouvoir coloniser d'autres endroits. Et c'est sur ça en fait repose la régénération, en fait la résilience des milieux marins en particulier. Sur notre littoral, alors ça commence à Argelès, on va avoir des herbiers de Posidonie qui sont extrêmement connus. La Posidonie, c'est pas une algue, c'est une plante marine, un végétal supérieur qui va faire des fleurs, des fruits. C'est extrêmement rare d'observer des fleurs. L'année dernière, il y a eu une floraison massive des herbiers de Posidonie, en particulier ici, et on a eu des fruits qui s'appellent ensuite les olives de mer sur notre littoral durant l'hiver. Ces herbiers sont menacés en particulier par l'érosion côtière, mais ils sont aussi menacés par les ancrages des bateaux, et c'est pour ça que vous voyez apparaître de plus en plus sur le littoral des bouées de mouillage qui permettent aux navires de se fixer sans avoir besoin d'ancrer. Ces herbiers ont des rôles écologiques très importants, nurserie, protection du trait de côte et production évidemment d'oxygène, puisqu'on est en présence d'une plante qui va faire de la photosynthèse. Ces herbiers, ils hébergent aussi des espèces patrimoniales, comme les hippocampes ou comme la grande nacre. On y reviendra après sur la grande nacre, c'est une espèce vraiment importante de la Méditerranée. Plus au large, on aura les fonds sablo-vaseux. C'est sur ces fonds en général que vont aller pêcher les petits métiers, donc les pêcheurs artisanaux, qui vont déployer leur filet ou leur nasse pour récupérer le poisson que vous retrouvez sur les étals. Là encore, très forte biodiversité. Encore plus au large, on aura en pleine eau le milieu pélagique, donc là c'est le royaume du plancton, mais aussi des grands poissons, des thons par exemple, et des cétacés, ainsi que des oiseaux de mer. Donc on a tout cet écosystème qui est particulièrement bien diversifié chez nous, avec en particulier en termes de cétacés dans le périmètre du parc marin, une bonne quantité d'espèces qui sont représentées. Et puis, si on descend quand on est au large, qu'on est donc à une trentaine de kilomètres de la côte, dans les profondeurs, on va tomber sur des entailles du plateau continental qu'on appelle des canyons. Chez nous, le plateau continental, c'est-à-dire la profondeur, en fait, elle va décroître très très doucement. On va devoir aller à plusieurs dizaines de kilomètres de la côte pour arriver à 100 ou 150 mètres de profondeur. Et puis d'un coup, il va y avoir des entailles dans le plateau. Et dans ce plateau, donc, on va apparaître des canyons qui correspondent à probablement d'anciennes vallées fluviales ou à des effondrements du plateau quand le niveau de la mer était beaucoup plus bas, puisque le niveau de la Méditerranée a évidemment beaucoup varié. Alors ces canyons, ils sont explorés depuis de nombreuses années, et on les a réexplorés à partir de 2008, avec des outils de l'époque, donc qui étaient des sous-marins et des robots.
Moi j'ai eu l'occasion d'y plonger, donc on est descendu par exemple ce jour-là à 480 mètres de profondeur pour aller observer dans le canyon ce qu'on pouvait y trouver. Et on a trouvé dans ce canyon de la Cazutier, qui est le principal canyon qu'on va avoir au large, des coraux patrimoniaux qu'on appelle les coraux froids, les coraux blancs, qui vivent vraiment en profondeur, qui ont une large distribution en fait, dans la Méditerranée, dans l'Atlantique et pas que, et qui sont considérés comme patrimoniaux et très sensibles au changement climatique. Et il s'avère que dans le canyon de la Cazutier, on a a priori une des plus belles populations de coraux profonds de la Méditerranée, en tout cas de la Méditerranée occidentale, avec en particulier 2 espèces de coraux. Et donc vous voyez ici sur la photo de droite qu'on a plein de choses qui scintillent. Ce qui scintille en fait c'est la neige marine. Cette neige marine en fait c'est simplement du plancton qui provient de la surface, qui est mort, qui s'est agrégé, et qui va être ramené vers le fond par un courant. Alors ce courant il prend sa source dans ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le courant liguro-provençal, en fait, qui est un courant qui nous vient d'Italie, qui va longer ensuite les côtes près de Marseille, qui va se refroidir grâce au Mistral et à la Tramontane. En se refroidissant, l'eau va devenir plus dense, et en arrivant chez nous, elle va finalement plonger et amener en profondeur ce qu'elle trouve en surface, en l'occurrence des sels nutritifs et du plancton. Et ce plancton constitue donc de la neige marine. Quand vous êtes à cet endroit-là en plongée, vous avez l'impression d'être dans une véritable tempête de neige qui va nourrir entre autres les coraux, et ces coraux sont considérés comme des espèces ingénieurs. Une espèce ingénieure, c'est une espèce qui va former un récif et qui va abriter d'autres espèces. Donc ils sont particulièrement protégés, mais évidemment, quand on plonge à ces profondeurs-là, à 450 mètres de profondeur, on retrouve encore du plastique, des tuyaux, des vélos, des bottes, tout un tas de choses. Donc il y a aussi de la pollution, on a vu les 2 extrêmes, la côte et le large. On revient près du littoral. On est donc maintenant ici à Banyuls, on va avoir les fonds rocheux. Ces fonds rocheux, en fait, c'est les fonds caractéristiques de ce qu'on observe ici, à savoir des falaises de schiste qui se prolongent sous le niveau de la mer, avec une diversité d'organismes extrêmement colorés, riches, de formes extrêmement variées, plein de poissons, plein d'invertébrés, des gorgones, du corail rouge. Et puis, évidemment, chez nous, c'est bien connu maintenant, une population de mérous bruns qui se porte plutôt très bien grâce à 2 choses. Un moratoire qui interdit la chasse sous-marine du mérou sur le territoire national. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'on a une réserve marine qui protège évidemment cette zone, et avec en plus la présence d'une réserve intégrale au sein de laquelle toutes les activités sont interdites. Les mérous, depuis 1974, sont passés d'un effectif de 30 individus à 600 individus. On est sur ce qu'on appelle les top prédateurs, on est sur le haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est que si les mérous sont là, tout ce qui est en dessous est là, et c'est que ça va bien. Donc c'est plutôt un bon signe, c'est un bon indicateur écologique que d'avoir des mérous en nombre sur le territoire. Le coralligène, c'est encore une autre forme de roche qu'on va trouver sur notre littoral. Je vous disais, quand vous regardez les falaises de schiste, vous imaginez sous l'eau la même chose, on a des falaises de schiste. Si on descend un peu en profondeur, à partir de 12-15 mètres de profondeur, chez nous, parce qu'on a le courant liguro-provençal qui ramène pas mal d'alluvions, pas mal de particules en suspension, la lumière va rapidement s'estomper, elle permettra plus aux algues classiques, vertes, rouges et brunes, de se développer sur la roche, et elles vont laisser la place, ces algues, à des algues calcaires, qu'on appelle des corallinacées, des corallines, qui vont s'encrouter en fait petit à petit sur le schiste et former des bourrelets de calcaire qui donneront l'impression en fait de cette roche ici qui ressemble un petit peu à de la roche volcanique. C'est en fait une roche d'origine biologique, ce sont des algues qui les construisent, et sur ces roches on va voir apparaître ensuite le corail rouge qui va venir se fixer. Donc ce coralligène il est particulièrement riche chez nous et extrêmement diversifié. Alors près du bord de l'eau, là si on se rapproche vraiment du littoral et qu'on sort de notre plongée, on va avoir des flaques, on va avoir aussi des zones où on va pouvoir patauger dans 30 cm d'eau. On va en fait avoir dans ces zones-là une richesse insoupçonnée, c'est en particulier tout ce qui est petits poissons, les blénies, les gobies, et puis les larves de nombreuses espèces. Le sard par exemple, je vous disais on en trouve des larves dans les épis rocheux sur la côte sableuse, ça c'est artificiel, et par contre le milieu naturel de la larve de sard, une fois qu'elle est revenue de sa phase au large, ça va être justement ces flaques. Et malheureusement, ces flaques, on en reparlera aussi tout à l'heure, elles sont soumises à pleine pression, et c'est là qu'on va retrouver les effets les plus directs du réchauffement climatique, c'est là qu'on va piétiner, c'est là qu'on va retrouver des polluants, on va retrouver aussi des plastiques. Donc ce sont des zones qui sont finalement riches, un peu oubliées, mais qui constituent un petit peu la base de tout, puisque c'est là que se trouvent les nurseries de la plupart des espèces qu'on va trouver ensuite plus en profondeur. Je parle des poissons, bien évidemment. Donc tout ça, cette richesse qu'on a sur le département, elle est
elle est reconnue. On a la première réserve naturelle marine de France sur le territoire, réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, créée en 1974, avec ces deux zones, la réserve marine partielle et puis au centre le sanctuaire qui est la réserve intégrale. Cette réserve est reconnue internationalement, elle va bénéficier dans les années à venir d'une extension qui va lui permettre de s'étendre du Cap Béar jusqu'au Cap Cerbère avec la création de 2 nouvelles zones de réserve intégrale qui vont permettre, et c'est l'objectif d'une réserve, de produire en masse des organismes marins, en particulier des poissons, et de les exporter vers l'extérieur pour repeupler les zones qui ne sont pas en réserve. Et puis on a un parc, donc là à l'échelle du département, on a donc un parc qui va du Cap Cerbère jusqu'à Leucate et qui va au large parce que les travaux menés dans les années 2010, quand ils ont mis en évidence cette richesse au niveau des canyons, ils ont entraîné finalement l'extension du parc vers le large pour intégrer ce qu'on appelle les têtes de canyon, celui de la Cazutier, Pruvot et Bourcard, qui sont les 3 canyons qui sont dans le périmètre. C'est pour ça qu'on a un parc aussi grand, 4000 km², la réserve fait 650 hectares, donc c'est pas du tout la même échelle. La réserve, elle est ici, en fait, c'est un timbre-poste en fait, quand on la compare au parc. Mais les objectifs sont différents. La réserve, on sanctuarise. Ce qui guide les décisions de la réserve, c'est un conseil scientifique qui va favoriser la conservation du milieu. Le parc marin, c'est un concept de gestion qui permet le fonctionnement de la structure. Un concept de gestion qui représente tous les usagers, que ce soit des pêcheurs, des plaisanciers, des kayakistes, enfin tout le monde, et qui vont du coup décider avec les scientifiques de manière concertée la réglementation à mettre en place pour favoriser le développement des espèces, tout en favorisant aussi le développement des activités socio-économiques. Donc c'est 2 philosophies différentes et 2 outils qui se complètent très bien. Alors, on parle de belles choses depuis 10 minutes, mais il faut savoir qu'on commence quand même à avoir des arrivées d'espèces pas tout à fait normales chez nous. Alors, il y a quand même des erreurs qui sont commises. Chaque année, on nous dit il y a des balistes, il y a des barracudas qui en fait sont des bécunes, voire même maintenant on nous dit des tortues marines aussi arrivent et elles envahissent le littoral. Toutes ces espèces ne sont pas des espèces non indigènes ni des espèces exotiques envahissantes, ce sont des espèces locales qui bénéficient parfois, parce qu'il y a un été un peu chaud, d'une meilleure période de reproduction. Ce sont des espèces en tout cas de Méditerranée qui n'ont rien à voir avec des espèces tropicales. Idem pour les méduses. Au mois d'avril chaque année, c'est pareil, on va recevoir des tas d'appels téléphoniques qui vont nous dire qu'il y a plein de méduses, en particulier celle-là, la méduse écorée, ou les vélèles, espèces locales. C'est les courants marins qui les ramènent au bord, et c'est vrai qu'il y a des années où on va en voir plus que d'autres, et que quand elles arrivent en masse, ça peut être assez impressionnant. La girelle pan aussi, qui ressemble à un poisson tropical, c'est un poisson méditerranéen, pas présent chez nous, présent par contre derrière le cap de Creus, mais c'est une espèce locale au cap de Creus. Certains étés, les larves de cet animal vont traverser, en fait, ils vont venir rejoindre notre côte, donc on va se retrouver avec des juvéniles de girelle pan sur le littoral, en particulier à Banyuls, et dès que l'hiver arrive, elles meurent, puisqu'il fait trop froid et qu'elles n'arrivent pas à passer l'hiver. Donc on est bien sur une espèce locale, plutôt en Espagne, mais qui n'arrive pas en tout cas à s'installer chez nous, ce qui est plutôt rassurant par rapport à ce que sont les vrais envahisseurs, parce que si une espèce locale qui est un petit peu thermophile, c'est-à-dire qui aime un petit peu la chaleur, n'arrive pas à s'installer, c'est qu'encore on a un petit peu de marge par rapport à plein d'espèces tropicales qui voudraient s'installer chez nous. On a par contre des vrais visiteurs, de manière anecdotique, le grandeur métis, la sauve brésilienne, qui sont des poissons de l'Atlantique, qui parfois rentrent dans nos eaux, mais qui sont pour l'instant qui ne se sont pas installés, qui vont être simplement de passage. Et puis on a des véritables envahisseurs, par contre de vraies espèces exotiques envahissantes, qui sont par contre souvent des espèces qui ne sont pas forcément des espèces qui ont besoin d'une température particulièrement élevée. Le Ménioscis par exemple, qui est une sorte de... c'est un organisme gélatineux, c'est un cténaire, ça ressemble de loin à une méduse on va dire, ça va vivre dans le plancton, c'est une espèce qui vient des États-Unis, plutôt de la partie froide des États-Unis, qui est rentrée en Méditerranée, qui est dans certaines zones crée de gros dégâts parce qu'elle filtre beaucoup de choses, dont les œufs de poisson. On en a chez nous, pour l'instant ça n'explose pas, mais voilà, l'espèce est présente. Sur Banyuls, quand on va aux Elmes, on a cette algue aussi qui apparaît. C'est une espèce là par contre tropicale qui supporte des températures relativement froides, qui s'appelle la colerpa. Cette algue a priori est rentrée en Méditerranée par le canal de Suez et puis elle a été transportée par les bateaux au fur et à mesure. Elle s'est installée à Banyuls en 2018. Le premier signalement qui a été fait, c'était un baigneur en fait, qui nous a contacté au Biodiversarium pour nous dire j'ai repéré ça, ça n'a pas l'air local. Il n'y avait même pas un mètre carré. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de mètres carrés de cette algue qui est présente sur la zone. Et il faut savoir que quand elle est présente, à l'endroit où elle se trouve, il y a 30% de biodiversité en moins, puisqu'elle est un petit peu toxique, donc elle va un petit peu diminuer la biodiversité. Un hiver très froid pourra en venir à bout, mais toujours est-il que pour l'instant, elle se maintient.
Et puis on en a beaucoup parlé, et on va en reparler tout à l'heure, il y a le crabe bleu. Alors ce crabe bleu américain, il est pour l'instant limité aux lagunes, et principalement à la lagune de Canet, on en parlera tout à l'heure. C'est une espèce aussi du nord-est des États-Unis, qui plutôt a tendance, qui a une tolérance plutôt froide. C'est une espèce qui apprécie plutôt les eaux froides, mais qui peut tolérer aussi les eaux très très chaudes. Elle résiste à beaucoup de choses, on verra après. Et donc ce crabe bleu américain nous pose des gros soucis, en particulier dans les temps de Canet-en-Roussillon. Il ne faut pas le confondre avec l'espèce tropicale dont on parle beaucoup aussi dans les médias, qui se trouve en Tunisie, qui est le crabe bleu non plus américain, mais le crabe bleu de mer Rouge, et qui lui, par contre, se trouve en mer, et non pas dans les lagunes, dans les eaux tunisiennes, et là il a fait des dégâts vraiment considérables. Voilà. Alors tout ce que je vous ai décrit ici, c'est la richesse de nos environnements locaux, c'est vraiment la base de travail de la plupart des scientifiques de l'Observatoire, mais évidemment, l'Observatoire océanologique de Bad-Mous ne travaille pas que sur les environnements locaux, on travaille aussi sur les milieux polaires, sur les sources hydrothermales, donc très profonds, et puis évidemment sur les récifs coralliens. Il y a vraiment des sujets hyper importants à développer sur ces thématiques en collaboration avec d'autres structures. Les techniques d'étude de ces milieux, ça va être évidemment les campagnes en mer. On va partir en mer pour aller faire des prélèvements, et ces prélèvements seront ensuite analysés en laboratoire. Les outils qui se développent beaucoup maintenant, c'est la biologie moléculaire, avec un focus très particulier sur ce qu'on appelle l'ADN environnemental, où on va prélever de l'eau, la filtrer, et on va récupérer dans cette eau les cellules des organismes qui sont passés par là, qui sont donc devenus invisibles puisqu'ils n'y sont plus, et qui auront laissé une trace, et avec les techniques de biologie moléculaire, on est capable de détecter leur présence, et donc d'avoir finalement une photographie de ce qu'on peut trouver dans une zone donnée, sans voir les animaux, mais simplement en prélevant cet ADN environnemental. Ça existe aussi dans le milieu terrestre, les stations en fait, qui font des analyses d'air avec leurs filtres. Si on fait ces analyses des filtres, on peut aussi trouver des cellules de plein d'oiseaux et de plein de, par exemple, de coléoptères qui auront évolué autour de la zone, mais qu'on ne voit pas forcément. On a ensuite des outils in situ et qui permettent de faire des suivis sur le long terme, comme les bouées instrumentées. Vous en avez une dans la baie de Banyuls, juste derrière l'observatoire, qui est connectée au labo en direct et qui va faire des relevés automatisés et envoyer les données. Donc ça permet aussi de travailler sur les milieux naturels. Bien évidemment, la plongée scientifique, on est une grosse dizaine de plongeurs à l'observatoire. Dans mon service, on est tous plongeurs scientifiques et on va sur le terrain assez régulièrement. Puis la chimie de l'environnement aussi, c'est quelque chose qui est en grande expansion actuellement, vu les problématiques de pollution qu'on rencontre. Et puis quelque chose aussi qui se développe beaucoup, c'est la bioinformatique et la modélisation, c'est-à-dire qu'on va faire tourner des gros ordinateurs avec des gros modèles mathématiques pour essayer de faire de la prédiction au niveau des courants, au niveau du transport de larves de poissons par exemple, ou des prévisions climatiques en lien avec l'océan. Alors là-dedans, il y a une science qui se rajoute à tout ça, c'est l'aquariologie. Alors l'aquariologie, il faut la différencier de l'aquariophilie. Pour ma part, moi je suis aquariologue et aquariophile, mais je suis venu à l'aquariologie par l'aquariophilie. L'aquariologie, donc c'est la science de la vie aquatique en captivité, et elle va s'appuyer sur des principes biologiques qui vont avoir pour objectif de mener un aquarium au maintien et à la reproduction d'organismes marins ou d'eau douce. Et l'aquariophilie, évidemment, c'est un loisir qui va consister à s'occuper d'animaux et de plantes aquatiques dans un aquarium, mais c'est surtout l'aspect esthétique souvent qui est recherché dans ce cas-là. On fait partie évidemment de réseaux en termes d'aquariologie, le réseau européen de l'Union des conservateurs d'aquarium, le réseau français des conservateurs d'aquarium, et entre les différentes stations marines, puisque donc ici nous sommes une station marine de Sorbonne Université et du CNRS, il y en a deux autres, Roscoff en Bretagne et Villefranche-sur-Mer du côté de Nice. On est toutes fédérées au travers d'un réseau de stations marines qui s'appelle EMBRC France, au sein desquelles les modèles biologiques des espèces qu'on élève en aquarium sont un peu l'essence du système, puisqu'on offre ces organismes marins à la recherche, et surtout à la recherche qui va être accueillie dans nos stations. Alors l'aquariologie, c'est un outil d'étude in vitro, finalement, on va faire de l'étude en éprouvette, en aquarium, et les données que vont nous amener ces études en aquarium, elles vont permettre au travers de l'étude des cycles biologiques, des phases larvaires par exemple de la croissance, de rentrer dans des études de recherche ensuite en écologie des espèces, des modèles numériques, c'est-à-dire par exemple on pourra sur un cycle biologique regarder la taille d'une larve d'un organisme tel qu'un ver par exemple. Si un chercheur qui travaille sur le déplacement de la larve de ce ver naturel et qui n'arrive pas à la suivre, on pourra lui dire dans ton modèle mathématique, voilà la vitesse de nage qu'on peut observer en aquarium, et c'est ça la valeur que tu vas rentrer dans ton modèle qui va te donner une idée approximative finalement du transport de cette espèce
grâce à ton modèle mathématique. On va avoir aussi des choses très particulières, comme les mesures des capacités natatoires, qui elles aussi vont servir dans le cas des modèles numériques, mais aussi dans les cas des études d'impact, puisque si on met ensuite ces organismes en présence de polluants, on va voir s'ils perdent ou pas leur capacité de nage. On va pouvoir tester la résistance aux paramètres environnementaux, et ça c'est très important dans le contexte actuel de réchauffement climatique, de changement climatique. Donc on va pouvoir faire de l'écologie prédictive grâce à ça, et de l'écotoxicologie, on y reviendra après. Et puis on va pouvoir aussi tester, en termes de résistance aux paramètres environnementaux, tout un tas de problématiques liées, en particulier aux polluants, à la dégradation de ces polluants à l'intérieur de ces organismes, et la formation à partir de ces polluants, de polluants encore plus toxiques que les polluants originaux. Donc c'est un petit peu la dégradation au sein de la chaîne alimentaire de ces polluants qui va les rendre encore plus toxiques au fil du temps. Alors les origines de l'aquariologie, c'est relativement récent finalement dans l'histoire des sciences. C'est début du 19e siècle, Jean-Louis Trupauer qui travaillait sur un organisme marin qui s'appelle l'argonaute, qui est une sorte de céphalopode, un poupe avec une coquille, et qui a commencé à développer des aquariums. Chez nous, le fondateur de l'Observatoire océanologique, Henri de la Cazutier, au début du XXe siècle, a beaucoup travaillé en aquarium, en particulier pour caractériser le développement du corail. Alors, l'aquariologie, c'est une science qui s'inspire de nombreux autres domaines. Des sciences d'abord, donc évidemment la biologie des organismes et des écosystèmes, les sciences et technologies de l'eau, la nutrition, mais également les sciences vétérinaires, l'aquaculture, puisque l'aquaculture a été très largement développée depuis des siècles, et donc évidemment on applique ces techniques d'aquaculture à l'aquariologie. Actuellement, on développe beaucoup de choses aussi grâce à l'impression 3D, grâce aux techniques informatiques de modélisation d'objets qui nous permettent ensuite de créer des outils qui vont nous servir au quotidien à l'aquarium. Et puis, quelque chose qui est très important dans notre quotidien, c'est l'éthique et le bien-être animal qui conditionnent toute notre façon de faire. Alors, dans les prémices de l'aquariologie, on ouvrait un robinet d'eau de mer, et puis on avait de l'eau de mer qui arrivait dans les aquariums, et on faisait comme on pouvait pour maintenir des animaux en vie. Évidemment, maintenant, ça a beaucoup évolué. Le traitement de l'eau a été énormément perfectionné. On a des systèmes de filtration biologique et mécanique dans les aquariums qui permettent d'avoir de l'eau de qualité exceptionnelle. Des pompes ont été développées, elles sont pulsées pour certaines, elles permettent de créer des courants de marée par exemple. On désinfecte aussi très très bien l'eau avec des UV et de l'ozone. On va utiliser des systèmes comme des écumeurs, encore une fois pour épurer l'eau. On va pouvoir, grâce à des pompes très spéciales qu'on appelle des pompes péristatiques, insérer dans l'aquarium, injecter dans l'aquarium ce qu'on appelle la supplémentation du strontium, du calcium, tout un tas de molécules qui vont être utiles au développement des organismes qu'on veut développer. Et puis on va pouvoir aussi évidemment réguler la température. On a accès aussi à des analyses d'eau extrêmement performantes maintenant. Donc nous par exemple on fait des prélèvements d'eau dans certains des aquariums qu'on a en recherche. Ça part ensuite en Allemagne et en 2 jours vous avez un résultat extrêmement précis sur la composition de votre eau, et de manière à pouvoir corriger ce qui ne va pas si on a des problèmes d'élevage. On a accès à des sels de qualité. Il faut savoir qu'on est au bord de la mer, donc on a quand même une partie de nos recherches à l'aquarium qu'on fait grâce à de l'eau de mer reconstituée à partir d'eau douce et de sel. Et donc on a accès aussi, puisqu'on a ces pompes doseuses, à une supplémentation particulière qui va nous permettre de rajouter tout un tas de molécules bien dosées. On fait du monitoring, ça c'est super important pour nous, de pouvoir suivre à distance, quand on n'est pas là en plus, la sécurité de nos aquariums et surtout l'évolution des paramètres, en particulier la nuit. Donc on a des outils maintenant qui permettent ça, des ordinateurs connectés à nos aquariums avec des capteurs qui permettent de faire tous ces suivis. L'éclairage, qui a longtemps été une contrainte, un frein en fait, au développement de beaucoup de choses. Les coraux tropicaux par exemple, pour être développé en aquarium, nécessitent des éclairages très particuliers. Avec l'avènement des LED, donc baisse du coût énergétique et puis qualité d'éclairage vraiment optimale, on arrive maintenant à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Vous voyez ici les spectres, on peut faire des clairs de lune, on peut faire apparaître des pleines lunes, des quartiers de lune, on peut jouer sur vraiment beaucoup de choses, créer des crépuscules, faire passer des nuages de manière artificielle grâce à ces éclairages LED. Les techniques de construction aussi ont évolué, on a beaucoup travaillé avec le verre, puis maintenant on travaille sur des matières comme le PMMA, qui sont des matières plastiques inertes, qui vont nous permettre de créer des aquariums de formes très variées, et qui vont nous donner accès à l'élevage d'espèces encore différentes, comme les méduses par exemple. L'alimentation, c'est un point très particulier, aussi bien pour maintenir des animaux adultes que pour la reproduction et pour nourrir aussi des larves et des juvéniles. Donc là aussi on a accès depuis
depuis quelques années à une variété d'aliments qui sont particulièrement performants. Alors la grosse problématique en aquariologie, et chez nous c'est vraiment le cas, ça se base principalement maintenant sur la maîtrise de la reproduction. Je vous disais au tout début de cette présentation que la connectivité en mer elle est liée à ce cycle biologique en 2 phases, avec des adultes qui vont faire des millions d'œufs, qui vont être envoyés vers le large par les courants, et ensuite après une vie pélagique, donc au large quelques semaines, les larves vont revenir à la côte. Ben, c'est ce qui se passe en fait évidemment en aquarium aussi. Il faut arriver à conditionner des animaux pour qu'ils pondent, et une fois qu'ils pondent, ils nous font des œufs microscopiques. Et quand on a des œufs microscopiques, derrière évidemment on a des bouches microscopiques, et donc une nourriture qui doit rentrer dans cette bouche qui doit être microscopique. Et qui doit être en plus mobile, parce que évidemment si elle ne bouge pas, elle ne va pas attirer du tout la larve. Donc il y a un gros travail actuellement de recherche qui est fait sur ça, pour essayer d'améliorer les choses en termes d'aliments, parce que autant en eau douce on arrive à reproduire à peu près tout, autant en milieu marin on doit être à peu près à 1% des espèces reproduites, et encore je pense que je suis large quand je dis 1%. Donc là vous avez le cycle de reproduction du corail, vous voyez là on a des larves, et puis elles vont venir se fixer au bout d'un moment pour former un nouveau corail. Là vous avez le poisson clown, qui va venir pondre des œufs au pied d'une anémone et puis donner la naissance à des larves qui, après une phase en plein océan, vont revenir à la côte. Et là, un oursin qui lui aussi, généralement, après une tempête, va se mettre à se reproduire et mettre des millions et des millions d'œufs qui vont donner naissance à des petites larves qu'on appelle les larves Pluteus, qui vont se développer. Et puis ces larves Pluteus, au bout d'un moment, vont se métamorphoser en passant par différents stades et donner un petit oursin qui fera quelques dizaines de millièmes de millimètres, quelques dixièmes de millimètres, une fois qu'il sera fixé. Alors, en milieu naturel, voilà ce que ça donne, pour vous donner un ordre d'idée de la ponte. Voilà, là c'est par exemple des poissons chirurgiens, vous voyez les nuages blancs ici, ce sont les œufs. Dans ces nuages blancs, il y a des milliards d'œufs qui sont émis, puisqu'il faut plusieurs femelles qui pondent. Et voilà ce que ça va donner. Et évidemment, sur tout ce nuage qui va partir avec les courants, on aura un taux de mortalité énorme, mais sur le nombre, on aura toujours, au bout d'un moment, des adultes qui finiront par apparaître. On considère qu'en général, pour un œuf émis, pour 1 million d'œufs émis, on a un adulte qui sera issu de la reproduction. Donc il y a une mortalité énorme, naturelle. Ça, c'est le phénomène classique. Chez le poisson clown, par contre, le poisson va améliorer un petit peu la survie, puisque les œufs, il ne va pas les émettre en pleine eau, il va les pondre au pied d'une anémone, donc il va surveiller ses œufs pendant quelques jours. Mais après, la larve va éclore et elle va partir aussi en pleine eau. Et là encore, on aura de la mortalité. Alors on ne sera plus sur 1 sur 1 million, on sera peut-être sur 1 sur 10 000, mais il y aura quand même une forte mortalité. Et chez les invertébrés, c'est pareil. Là, voilà une ponte d'oursin. Vous voyez les œufs, donc les œufs sont évidemment invisibles à l'œil nu. On parle de quelques dixièmes de millimètres, voire même quelques millièmes de millimètres. Et donc voilà, des quantités massives d'œufs vont être émis, et puis au bout d'un moment, on aura la reproduction. Et tout ça, donc, c'est difficile à recréer en captivité. Vous avez une larve d'oursin, il faut imaginer que ça fait quelques dizaines de microns, donc quelques dizaines de microns, on va dire 40 microns, donc 40 millièmes de millimètres. Là vous avez des larves de poisson, larve de poisson clown, vous voyez elle fait à peu près, on va dire 4 mm. Ça c'est une larve de poisson ange, c'est un modèle qu'on est en train d'essayer de développer. Voilà la différence de taille à l'éclosion, le poisson clown fait quand même 4 mm, elle en fait plus que 2, et puis en plus elle n'a même pas les yeux, ça devient très compliqué à élever. Voilà, et puis des œufs au moment d'éclosion. Et ça, ce sont des larves de crabes bleus qui vont évoluer au fil du temps, en fait, jusqu'à donner un petit crabe quand elles seront dites compétentes, c'est-à-dire qu'elles vont revenir vers le littoral. Donc pour pallier à ces problématiques d'alimentation, on va donc produire du phytoplancton et du zooplancton. C'est la nourriture que ces animaux trouvent quand ils sont dans le plancton. Donc on a une cellule dans le service de production de ces organismes, avec des rotifères, des Nophilartemia, et puis maintenant ce qu'on appelle des copépodes, qui est la nourriture d'avenir, qui a longtemps été bloquée d'un point de vue, bloquée. On n'arrivait pas à cultiver ces animaux en laboratoire, et là depuis quelques années on arrive à le faire de mieux en mieux. Il y a des sociétés qui arrivent à produire ça en masse et à nous fournir à nous cette nourriture vivante qui après nous permet de débloquer le développement de certaines espèces. Bien évidemment, quand on maintient des animaux en captivité, on a des pathologies, donc il faut aussi pouvoir faire du diagnostic, il faut pouvoir faire de la prophylaxie, c'est-à-dire éviter justement d'avoir ces pathologies et avoir accès à des traitements. Ça aussi, depuis quelques années, ça se développe très bien. Donc on est dans une phase vraiment au niveau aquariologie qui est en pleine expansion. On a tout à découvrir, en fait, il y avait toujours tout à découvrir, mais on était un peu coincés parce qu'il y avait des barrières techniques qui nous empêchaient d'avancer. Et là, grâce un petit peu à la mise en commun de plein de techniques scientifiques, on a débloqué tout un tas de choses et on va pouvoir développer beaucoup de modèles dans les années à venir. Quand je dis modèles, ce sont des espèces
élever un aquarium qui serviront de modèle ensuite pour la recherche. Alors chez nous, l'aquariologie se passe donc, au sein du service mutualisé d'aquariologie, mutualisé comme le disait Anne-Marie, puisqu'on mutualise le personnel de la partie aquarium public avec ceux de l'aquarium de recherche de manière à augmenter la force de frappe, on va dire. On est 9 et ça permet de travailler en continu, y compris le week-end, puisque les animaux, le week-end, ils ne jeûnent pas, il faut les nourrir, il faut faire les mesures, donc on travaille 7 jours sur 7. Donc il y a une partie qui concerne l'aquarium public, une partie qui concerne la partie aquarium d'enseignement aussi, puisqu'on fournit des animaux à l'enseignement, qu'on récupère après les séquences d'enseignement pour les recycler ou les relâcher. Et évidemment la partie aquarium de recherche dont on parle un petit peu depuis le début. Et donc nos missions, ça va être la production d'organismes marins, la maintenance en captivité de cet organisme marin qui seront collectés en mer et qui vont devenir les géniteurs de demain. On conçoit des dispositifs expérimentaux, vous en verrez tout à l'heure, qui permettent de faire des expériences après avec ces organismes. On entretient les locaux d'aquario évidemment, on gère tout ce qui est peuplement de l'aquarium public et on plonge. On y était encore la nuit dernière pour collecter des organismes. On fait ça de nuit parce que souvent c'est plus pratique et on a moins de difficultés à les attraper. Et on développe aussi des programmes de conservation. Et tout ça c'est évidemment extrêmement réglementé. Ça s'appuie sur 2 réglementations, une qui en fait concerne tout ce qui est présentation au public de faune sauvage captive, donc on est sous la même réglementation que les parcs zoologiques, et une deuxième qui est liée à l'expérimentation animale. Et donc pour ça il faut être agrémenté, donc on a des locaux qui sont agrémentés, on est titulaire de certificat de capacité, on passe nous-mêmes des formations à l'expérimentation et on se recycle. On met en place des démarches qualité, donc voilà, ça ne se fait pas n'importe comment, parce que évidemment tout ça doit conduire à faire en sorte que ce qu'on a en captivité réponde à des notions et à des contraintes positives de bien-être animal et d'éthique. On ne peut pas faire n'importe quoi et on fera de moins en moins n'importe quoi et c'est très bien. Et donc il faut qu'on se forme, il faut qu'on continue à appliquer ces règles et à faire en sorte que quand on a un contrôle, on en a régulièrement, tout soit dans les clous et qu'on n'ait rien à nous reprocher parce que le bien-être animal et l'éthique, c'est vraiment le cœur de notre activité. Voilà, donc l'aquarium public, juste quelques images. On y présente plus de 250 espèces de poissons et invertébrés méditerranéens uniquement, qui vont être donc présentés au public. Voilà quelques images pour ceux qui l'ont pas encore visité. Donc il est juste derrière la porte là en fait. Et puis l'aquarium de recherche donc, se situe à l'arrière du bâtiment. On va avoir des pièces d'élevage qui là par contre vont héberger des animaux aussi bien tropicaux que méditerranéens. Donc là on a beaucoup d'espèces tropicales d'ailleurs qui sont maintenues. Et quand on maintient des espèces tropicales, il faut qu'on fasse du confinement, ce mot dont vous parlez. Et quand on fait du confinement, ça veut dire qu'on doit les empêcher de s'échapper. Et donc pour ça, on a des systèmes de stérilisation dans notre eau qui empêchent les animaux, sous forme de larves souvent, de se retrouver en mer. Donc on a des systèmes comme ça qui nous garantissent de ne pas relâcher évidemment des espèces tropicales dans le milieu naturel, ce qui serait catastrophique. Voilà, donc là juste présentation des locaux, d'accord, vous voyez, il est là, ici, et en fait derrière le bâtiment, on a toutes ces pièces, on a une vingtaine de pièces comme ça, qui sont dédiées aux expérimentations et aux élevages. Je vous ai juste mis la diapo pour vous montrer que finalement ce que vous voyez de la partie publique, ce n'est qu'une petite partie. L'essentiel en fait n'est pas visible du public et derrière, et c'est là qu'on fait nos recherches en aquarium. Donc on a derrière les murs de l'aquarium public 350 aquariums et bassins qui sont dédiés à l'élevage d'espèces tropicales et méditerranéennes, et on a à peu près 30 espèces maintenant qui sont reproduites. On a en gros, je pense, dans l'établissement, on doit avoir à peu près 350 espèces maintenues entre l'aquarium public et l'aquarium de recherche, et on en reproduit une trentaine. Voilà, alors on va passer sur tout ce qui est programme de conservation maintenant, et avec des choses, des problématiques vraiment marquées actuellement. Alors, premier projet qu'on mène au sein du service et en collaboration, soit avec des labos de la station, soit avec des labos extérieurs, c'est la conservation de la grande nacre de Méditerranée. Je vous en ai parlé quand on a parlé des herbiers tout à l'heure. Cette grande nacre de Méditerranée, c'est une espèce endémique de Méditerranée, on ne va la trouver donc que là. C'est un grand coquillage, j'en ai un ici. Voilà, donc ça c'est un juvénile qui doit avoir 5-6 ans. La taille adulte de cet animal, c'est à peu près 1,10 m. Et ça atteint jusqu'à 60 ans. Donc là, on était en présence d'un animal relativement jeune. Un juvénile, voilà, qui est quand même en taille de se reproduire, mais qui reste juvénile par rapport à sa taille adulte. Donc cet animal, il était quasi en voie de disparition dans les années 70-80. On ne connaît pas trop les causes. On a supposé que c'était l'avènement de la plongée sous-marine qui a fait qu'il y avait beaucoup de collectes de cet animal qui servait à décorer beaucoup de maisons. Dans ma maison, on trouve beaucoup de maisons, dans les greniers desquelles il y a des grandes nacres. C'est une espèce qui a été placée sous statut de protection et puis qui s'est
développé dans les années 2006 à 2016 de manière assez exponentielle. Il y avait des reproductions bien réussies. Et par exemple sur Banyuls, alors qu'il n'y a que quelques individus qui étaient connus, en 2016, on avait 15 000 individus qui étaient répertoriés, dont 1500 dans la baie de Perfit. Donc la protection marchait et puis la reproduction fonctionnait plutôt pas mal. Sauf qu'en 2016, on a vu apparaître une mortalité massive de ces animaux. Et donc actuellement, il n'y a plus d'individus en mer. En 2 ans, tous les individus sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ont été contaminés par un parasite qui s'appelle Haplosporidium pinae, qui est un tout petit parasite, on va le voir sur la diapo d'après. Il fait quelques microns, donc quelques millièmes de millimètres. Il va être dans les cellules de la nacre, il va bloquer en fait sa digestion, la faire ouvrir, et la nacre va se retrouver ouverte, et les poissons vont rentrer dedans et la consommer. Et donc comme ça, nous sur Banyuls, en l'espace d'un été, on a perdu quasiment toute la population. C'est extrêmement contagieux, et ça a été le cas dans toute la Méditerranée. Et donc actuellement en mer ouverte, il n'y a plus de grandes nacres en mer quasiment. L'espèce est considérée comme éteinte par exemple en Espagne, alors que ça reste une espèce patrimoniale, et encore une fois, une moule géante comme ça marque quand même dans le paysage. Il y a heureusement des populations qui persistent, c'est dans les lagunes, en particulier dans les temps de Thau et dans les temps de Salzleucate. On a des populations qui sont bien maintenues, bien conservées, et qui se reproduisent, on le sait. Donc on peut imaginer peut-être un jour, on aura une recolonisation. Mais toujours est-il qu'en mer, il n'y en a plus du tout, et que personne n'en voit. Alors, il y aura peut-être en reste 2 ou 3 individus, mais on passe à côté, alors qu'on en avait 15 000. Donc il a fallu mettre en place un projet de conservatoire pour essayer de garder quelques individus en aquarium, pour essayer de garder finalement ce bien biologique, on va dire, et essayer de mener à bien la reproduction en aquarium, et puis aussi tenter des essais tenter des traitements antiparasitaires. Ces traitements antiparasitaires, en fait, ils ne fonctionnent pas. C'est tout ce qui est mollusque, c'est compliqué à traiter, et puis le parasite, quand il touche la nacre, en fait, il est extrêmement rapide, donc on n'a pas accès à des traitements qui permettraient de juguler le problème. Donc la solution, c'est finalement faire un conservatoire, essayer la reproduction. Voilà 2 images sur le parasite, donc le voilà, aussi au microscope électronique à balayage. Donc là, c'est un parasite qui fait à peu près 4 millièmes de millimètre, donc c'est très peu. Et voilà le résultat, évidemment, après quelques jours d'infestation, toutes les nacres meurent, et en plus, elles se décrochent du substrat, elles finissent sur le côté, et les vagues les cassent, donc elles disparaissent complètement du milieu naturel. Donc on a monté un programme de conservation avec la région, et un laboratoire de Perpignan qui s'appelle le CRIOB. Et vous voyez donc ici par exemple des pontes, donc là c'est une ponte de nacre, le filament rouge que vous voyez en fait ça va être des milliers, des millions d'œufs qui sont agrégés les uns aux autres, qui vont être ensuite émis dans la colonne d'eau. Le blanc que vous voyez ici, en fait c'est parce que dans le même bac il y avait un mâle nacre qui a balancé des spermatozoïdes, ça va être fécondé, et on va avoir des larves de nacre qui vont être issues de tout ça. Les voilà à Banyuls qui nagent, ça mesure 30 millièmes de millimètre, donc évidemment invisible à l'œil nu, ça se nourrit de phytoplancton. Et donc c'est compliqué à élever. Donc là, on sait que la durée de vie larvaire, c'est-à-dire la phase vraiment critique, elle dure une vingtaine de jours. Et pour l'instant, on arrive à peu près à 10 jours et on s'améliore d'année en année. Mais ce qu'on veut essayer de faire maintenant, parce que nos collègues espagnols, italiens l'ont tenté, et des fois ça fonctionne un petit peu quand il reste des populations résiduelles de nacre, c'est de mettre des collecteurs, c'est-à-dire des sortes d'enchevêtrements de filets qu'on va accrocher sur des cordages dans les lagunes, et qui après l'été permettent de récupérer des juvéniles de nacre. Les larves en fait, de nacre rentrent à l'intérieur des filets, se fixent, et à la fin de l'été on va pouvoir récupérer des nacres qui feront déjà quelques centimètres, et donc on aura passé la phase délicate, et ensuite on va essayer de les cultiver en aquarium. Donc là c'est une manip qui est en cours, on a placé la semaine dernière encore des collecteurs, et on va voir si à la fin de l'été on récupère des juvéniles de nacre à l'Eucate, ce qui voudrait dire que la reproduction est avérée à l'Eucate, et que donc la population a priori est conservée. Donc voilà pour la grande nacre, donc là on a vraiment affaire à disparition de manière très brutale, mais on est passé encore une fois de 15 000 individus à rien en l'espace de même pas un été. On change de sujet, là cette fois c'est pas une espèce en voie de disparition, c'est une espèce invasive et qui depuis quelques semaines est caractérisée comme étant espèce exotique envahissante. Exotique envahissante, c'est une espèce non indigène qui va avoir un impact sur le milieu naturel. Et là, elle a clairement un impact. Donc ce crabe bleu américain, on en a parlé tout à l'heure, il vient de la côte nord-est des États-Unis. Il ne faut pas le confondre avec le crabe bleu donc, de mer Rouge, vous voyez les deux, mais les deux se ressemblent quand même pas mal. Ça fait des grosses bêtes. Et donc, je ne vais pas tout vous lire là, mais en gros, donc, origine côte américaine, répartition actuelle, il y en a partout un petit peu en Europe, principalement en Méditerranée. Il est présent dans les eaux européennes depuis
le début du XXe siècle, en gros, donc ça fait longtemps qu'il est là, mais il ne se développait pas, c'était quelques individus par-ci par-là, et là, depuis quelques années, est-ce que c'est la pollution, est-ce que c'est le réchauffement climatique qui affaiblit les espèces locales et qui en étaient les consommateurs, on ne sait pas, toujours est-il qu'il explose, et qu'on se retrouve avec des densités qui sont assez étonnantes et assez impressionnantes eux-mêmes, dont un haut lieu du crabe bleu, maintenant c'est Canet-en-Roussillon, sa lagune, quelques individus capturés en 2017, 14 tonnes de crabe bleu capturés l'année dernière. 14 tonnes de crabe bleu sur une lagune de 6 km², c'est juste infernal, il n'y a plus rien d'autre qui survit. Et les pêcheurs en fait sont désemparés évidemment puisqu'ils pêchent plus que du crabe bleu qui détruit leur filet. Bonne nouvelle, la sécheresse, a priori cette année, c'est une des hypothèses, a fait que la lagune de Canet-en-Roussillon est montée très très haut en salinité et le crabe bleu est quasiment plus présent cette année, il n'y a presque pas de capture, il doit être à quelques dizaines de kilos depuis le début de l'année, donc on est loin des 14 tonnes de l'année dernière. Il faut voir si ça perdure, il y a quand même des juvéniles, donc tant qu'il y a des juvéniles, le problème est toujours pas réglé. Ce crabe donc il vit plutôt dans les eaux dessalées, c'est pour ça qu'on le trouve dans les lagunes, il va être extrêmement tolérant à la salinité, en gros de 3 grammes par litre à près de 50 grammes par litre. À la température, nous en aquarium on a fait des essais, vous allez le voir, on est arrivé à maintenir des crabes à 37 degrés, ce qui était juste incroyable. Et puis c'est un grand crabe finalement, puisque les grands mâles font jusqu'à 23 cm de carapace, donc avec les pinces ça fait des gros individus. C'est un crabe qui a un point faible malgré tout, il s'appelle Calinectes sapidus. Sapidus ça veut dire savoureux, et savoureux donc ça veut dire qu'il est bien comestible, et c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis. Mais ici, on n'est pas sur un territoire qui consomme des crustacés à foison. Ce crabe en plus il est bleu, enfin, il n'a pas du tout le profil pour être bien vendu sur les marchés. Et puis de toute façon on ne veut pas non plus qu'une filière pérenne se mette en place. On ne veut pas valoriser le crabe, en fait on veut utiliser le crabe. Et donc il faut trouver le juste milieu pour arriver à le faire consommer sans que les consommateurs aussi s'habituent à cette nouvelle espèce. C'est un crabe qui est très agressif, qui consomme à peu près tout. Des poissons, des crustacés, des mollusques, des juvéniles d'oiseaux, même quand c'est les oiseaux de mer en leur juvénile près du bord. Il n'y a pas de prédateurs potentiels chez nous, alors qu'aux États-Unis, dans son aire de répartition d'origine, il y a évidemment plein de prédateurs qui doivent aussi le réguler. A priori, il n'a pas ramené ses parasites malheureusement avec lui, alors qu'un parasite là-bas aux États-Unis contrôle extrêmement bien sa population, donc on est dans un équilibre tout à fait normal, il y a un crabe, un parasite, des prédateurs, et le crabe ne se développe pas plus que ça. Chez nous, il n'y a pas les prédateurs, il n'y a pas le parasite, et du coup, il explose. Et donc, on sait que les femelles sont matures à 12 à 18 mois, chacune peut faire jusqu'à 7 millions d'œufs, elle se reproduit plusieurs fois par an. Bon, vous imaginez encore une fois que sur les 7 millions, il y a en gros 1 sur 1 million qui va survivre, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Et donc, nous, chez nous, on a eu de la reproduction, et c'est comme ça que la lagune de Canet s'est retrouvée envahie. Reproduction qui passe par ce que je vous ai décrit plusieurs fois, ce cycle biologique avec une femelle qui fait des œufs, puis qui vont donner naissance à des larves pélagiques au large, qui à un moment donné vont se métamorphoser, revenir vers la côte et s'installer dans les lagunes. Voilà, avec le développement ici, les œufs, les larves qui se métamorphosent au fur et à mesure jusqu'à donner un petit crabe qui viendra dans la lagune. Donc voilà pour le crabe bleu, juste pour quelques détails originaux. Voilà ces crabes au mois de mai, le même au mois d'août. Donc ça grandit très vite, de 2 à 14 cm. Et le crabe, en fait, qui est un crustacé, grandit par mue, c'est-à-dire qu'en fait, il va s'extraire de sa carapace, se gonfler d'eau, et du coup prendre plus de volume, la carapace va se durcir, et puis il va grandir comme ça par étapes, par mue. Et ça, c'est le résultat entre 2 mues. C'est-à-dire que vous partez le vendredi soir, le crabe il est comme ça, vous revenez le lundi matin, et le crabe il a quasiment grandi. Et ça se produit évidemment de moins en moins au fil du temps quand le crabe vieillit, mais au départ, c'est extrêmement rapide. Donc voilà, croissance très rapide. Ces crabes peuvent s'alimenter de la plupart des espèces qui sont présentes dans la lagune. Très forte résistance à la température, à la salinité. Prédatés normalement par le poulpe, mais il n'y a pas de poulpe dans les lagunes. Donc finalement, d'un point de vue biologique et écologique, il n'y a pas de point faible qui pourrait aider à sa disparition, sauf si on a une sécheresse comme cette année, où là par contre on atteint des seuils qui sont un peu difficilement tolérables par lui, mais aussi par les autres espèces de la lagune, malheureusement. Il n'y a plus rien dans la lagune actuellement. Ça semble similaire, donc ça c'est des études qu'on a menées en laboratoire ici. C'était un projet de conservation qu'on avait ici pour essayer de conserver le milieu face au crabe bleu. Et donc parmi tous ces travaux, on a obtenu tous ces résultats, donc qui semblent similaires finalement à ce qu'on observe dans la population naturelle aux États-Unis. Et ce qu'on souhaite faire, c'est essayer de mettre à disposition ce crabe des consommateurs, de faire des filières courtes, mais surtout de ne pas faire comme en Espagne, où ils mettent en place une pêche durable, où ils rejettent les femelles grainées,
parce que maintenant c'est devenu une ressource et que du coup les pêcheurs essayent de la développer. Donc nous on dit aux pêcheurs, surtout pas ça, on ne veut pas faire de filière, il faut qu'on travaille tous ensemble pour éradiquer cette espèce, on n'arrivera pas à l'éradiquer mais au moins on veut la maintenir sur un bas niveau. Donc je vous le disais, lagune de Canet, des pêcheurs vraiment désemparés, vous voyez, hein, sur une seule sortie en mer, ce qui ramène comme crabe bleu, donc c'est vraiment énorme. Donc il y a un projet qui s'inscrit dans un plan d'action régional qui a été mis en place, donc financé par la région Occitanie, par l'État, porté par le syndicat mixte du Réar, qui est la structure qui gère l'étang de Canet, et par nous, et par l'Observatoire et par l'Université de Perpignan. Et ce projet, il vise à essayer de mieux comprendre cette infestation, comment ça se passe au niveau de l'infestation aussi du crabe par les parasites, comment il résiste, est-ce que s'il ne meurt pas aux températures, il n'a quand même pas une physiologie qui s'affaiblit et qui fait que peut-être au bout de quelques années, on va le voir disparaître. Donc voilà, il y a des recherches vraiment fondamentales qui sont menées dessus, financées grâce à tout ça. Mais vous pouvez être acteur aussi, il n'y a pas que les scientifiques là-dedans et les pêcheurs. Si vous voulez être acteur d'un projet de conservation, mangez du crabe bleu, tout simplement. Et là, vous allez vraiment nous aider. Alors, un dernier point de conservation fait en aquarium, c'est l'impact des filtres solaires, des crèmes solaires, sur les coraux des récifs coralliens. C'est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qu'on mène sur Bagnous. Donc vous voyez ici des coraux tropicaux qu'on élève en pépinière. Le corail tropical a la particularité de se reproduire de manière sexuée, ce que vous avez vu avec ce fameux cycle, mais aussi de manière asexuée. On peut faire des boutures, comme si on le faisait avec un végétal. On casse un morceau et ça va faire des clones en fait, qui vont se développer. La difficulté sur le corail, c'est arriver à le maintenir en vie. Ça demande des paramètres très particuliers au niveau élevage. Mais on y arrive après plusieurs années, et donc on fait des boutures de nos colonies qu'on va suspendre ensuite dans des petits béchers, ici des petits récipients, dans lesquels on va injecter des constituants de crème solaire et voir quelle est leur toxicité, leur nocivité. Donc on travaille sur une espèce qui s'appelle le corail chou-fleur, Pocillopora damicornis. Ça c'est notre pépinière d'élevage dans laquelle on cultive ces coraux, et puis après ils partent dans une zone d'expérimentation. Ce sont des coraux qu'on est allé récupérer il y a maintenant presque 10 ans à Oman, donc sur la mer Rouge, et puis on a aussi récupéré cette année des coraux en Polynésie. Donc on est allé prélever ces coraux, on les a conditionnés et ramenés donc, à l'observatoire au mois de janvier-février. Donc voilà le conditionnement pour le transport, et puis là c'est quand ils prenaient l'avion. Donc ces coraux maintenant sont en laboratoire, sont bouturés et nous servent au quotidien à faire ces manips pour essayer de caractériser cet impact des crèmes solaires, qui souvent est un impact pas forcément visuel, ça va être quelque chose de très latent, en fait ça va être quelque chose de très doux, mais le corail va finalement s'affaiblir au fil du temps, moins réussir sa reproduction, et l'impact à terme, quand en plus on va le surajouter à du réchauffement climatique, risque évidemment d'être assez important. Pour l'instant ça reste des suppositions, il y a évidemment des études qui commencent à montrer des impacts. On ne sait pas jusqu'où ça va aller en termes de démonstration de ces impacts, mais on suppose et on soupçonne fortement que ces crèmes solaires, évidemment, elles jouent un rôle important dans la destruction des récifs coralliens, au même titre, évidemment, que d'autres perturbations d'origine anthropique. Voilà, donc ça c'est le dispositif expérimental vu de près, avec le même éclairage que sur une pépinière de culture, les mêmes cycles jour-nuit, et donc nos coraux, un par un, suspendus ici et soumis à ces molécules, et une fois qu'ils ont subi cette exposition, ils vont être renvoyés en laboratoire, où là on va faire tout un tas d'analyses pour essayer de caractériser justement la dégradation des molécules dans ce corail, voir si ces coraux produisent des molécules de stress, et voir même si ces coraux ne transforment pas les molécules originales en molécules plus toxiques encore, ce qui serait vraiment dramatique. Donc voilà pour ce qu'on fait à l'aquarium, ce ne sont que quelques exemples. On a beaucoup d'autres projets en cours. On teste les effets du changement climatique et de l'acidification du milieu, hein, puisque quand on a plus de CO2 dans l'atmosphère, on acidifie les océans. Donc tout ce qui construit du squelette et le calcaire, évidemment, ça va poser des problèmes de croissance. Donc on teste ça sur les gorgones avec une équipe de l'observatoire qui a ce projet qui s'appuie sur nos structures ici. Vous voyez ici la bouteille de CO2 qui nous permet d'injecter du CO2 dans nos installations. On a des gros problèmes actuellement aussi d'invasion d'algues filamenteuses. Donc là, avec la réserve marine, l'année prochaine, on va mettre en place un suivi en aquarium pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que ces algues filamenteuses se développent. Est-ce que c'est la température, la salinité des polluants divers? Et puis évidemment, l'observatoire travaille beaucoup sur les microplastiques, sur les perturbateurs endocriniens, sur les nanoparticules. On veut aussi mettre en place des choses un peu plus positives, comme la reproduction d'espèces sensibles dans des structures qu'on appelle des mésocosmes, où on va recréer finalement dans un tout petit espace ce qui se passe dans le plancton. Et puis on fait depuis peu partie aussi d'un conservatoire mondial du corail tropical avec Monaco.
Monaco avec l'Institut océanographique avec lequel on est associé depuis de nombreuses années. Et je terminerai juste par autre chose. Alors c'est plus de l'aquariologie, c'est de la conservation. C'est quelque chose que je mène aussi en parallèle. C'est la caractérisation élémentaire des petits fonds côtiers. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce sont ces zones de flaques, de nurseries. On se rend compte qu'il y a évidemment des petits fonds côtiers tout le long du littoral, le long des lagunes, le long de la côte rocheuse, dans les digues. Mais les ports aussi sont des petits fonds côtiers, finalement, dans lesquels il y a des nurseries. Et plein de choses qui se développent. L'expertise s'est un peu perdue. Les techniques de plongée qui se développent nous font aller de plus en plus profond. Les techniques de biologie moléculaire nous font aborder d'autres problématiques. Et par contre, l'expertise naturaliste de ces petits fonds, on la perd. Par contre, on a le public qui nous dit, on trouve que nos fonds, ils se pèlent de plus en plus. Il y a de moins en moins de choses quand on est très très près du bord, en fait, entre 0 et 1 mètre. Et c'est vrai que ça commence à devenir visible, et donc on veut s'intéresser à ça et aller caractériser tout le long du littoral du département cette zone entre 0 et 1 mètre de profondeur, qui est donc une zone de nurserie, une zone de présence d'espèces souvent qu'on appelle cryptiques, qui sont méconnues. Il faut faire un inventaire faunistique et floristique et savoir où se trouvent les espèces parce qu'on a perdu cette compétence aujourd'hui. Et puis ces zones très côtières, elles sont évidemment impactées directement par la pollution, par les variations climatiques, le piétinement. Et c'est souvent là, parce qu'elles chauffent très fort, qu'on va trouver des espèces exotiques aussi, enfin des espèces exotiques à tendance tropicale, puisque c'est dans les eaux peu profondes que l'eau sera la plus chaude. Donc c'est important de les suivre, et donc tout ça se fera avec des outils, encore c'est pour vous montrer d'autres outils qu'on peut utiliser, comme les drones aériens évidemment, puisque comme c'est pas profond, on peut passer en drone aérien pour faire des photos et faire ce qu'on appelle des vérités terrestres, c'est-à-dire que vous faites une photo aérienne, vous allez sous l'eau ensuite à des endroits pour repérer ce que vous avez vu depuis la surface et ensuite le codifier et avoir une cartographie à plus grande échelle. On peut utiliser le drone sous-marin. On peut aller faire évidemment de la plongée ou du palmasque tuba tout simplement, et tout ça nous permettra d'avoir dans quelques années un inventaire à nouveau assez exhaustif de notre littoral et de pouvoir les comparer à ce qu'on trouve dans la littérature. Il faut savoir qu'ici à l'Observatoire, on a une bibliothèque particulièrement riche, une des plus belles d'Europe, avec des relevés faunistiques et floristiques du 19e siècle et du 20e évidemment, qui vont nous permettre de comparer ce qu'il y avait à l'époque avec ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Pascal. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez des questions peut-être ? Bonsoir, merci pour cette présentation. Je voulais savoir concernant les algues filandreuses qu'on appelle souvent les algues baba, qui constituent quatre espèces d'algues. Plus. Voilà, un peu plus. Mais, beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire, on va dire, cette prolifération, ces blooms d'algues? Parce que c'est une catastrophe. Je suis plongeur, et quand on voit, il y a des blooms, et ça fait un stress concernant, par exemple, les gorgones, et c'est une catastrophe, quoi. Est-ce que ça vient de l'alimentation? Parce que c'est des organismes photosynthétiques, donc il y a du soleil, il y a de la lumière, il y a de l'alimentation, donc tout ce qui vient de la terre. Est-ce que c'est une recherche par rapport à... Parce que c'est présent dans toute la partie méditerranée, au niveau, on en voit dans le Var, on voit dans... On en voit en Espagne, on en voit aux îles Médès, on en voit partout. Ouais, on en voit partout. Et ça fait longtemps, hein, depuis. Moi, je me souviens d'avoir vu les premières fois dans les années 2000, 2002, 2003, où on se retrouvait déjà certaines années avec des fonds qui étaient couverts d'une couche d'algues épaisse comme ça. Quand vous mettez la main dessous, en plus c'est chaud, parce que comme elle meurt évidemment en profondeur, enfin, la couche la plus profonde meurt, ça chauffe, et donc du coup ça tue évidemment par étouffement et aussi par réchauffement les espèces fixées. On ne sait pas, c'est pour ça qu'on veut aussi travailler sur ça avec la réserve. Il y a des études qui sont menées, mais on ne connaît pas vraiment l'origine. C'est pas du réchauffement parce que la température de l'eau, quand elles apparaissent, elle est froide encore. Souvent c'est au mois d'avril, donc ça semble pas être lié à du réchauffement. Ça peut être de la pollution, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi, c'est souvent des effets cascades, donc la pollution peut impacter une espèce qui normalement aurait le dessus, et celle-là finalement elle se retrouve favorisée. On ne sait pas trop, l'apport de nutriments en mer, on ne sait pas. Mais il y a des pistes, hein, mais des pistes qui sont peut-être multifactorielles, il y aura peut-être plusieurs raisons à ça. Et c'est pas tous les ans. L'année dernière, par exemple, on a voulu lancer les manips, et l'année dernière, il n'y en avait pas. Et cette année, par contre, il y en a eu beaucoup. Donc c'est très, très variable. Par contre, quand elles sont là, elles font des dégâts colossaux. Question. Alors, concernant la grande nacre, Ouais. pour quelle raison elle n'est pas impactée par cette, on va dire, Parasites. ouais, ce parasite
au niveau de l'ECAT? Qu'est-ce qui fait que... On ne le sait pas non plus, on suppose que c'est des variations de salinité qui font que le parasite doit avoir une tolérance qui est assez réduite finalement en variation de salinité. On suppose que c'est ça, hein, parce que finalement ce qui change à l'ECAT par rapport à la mer, c'est que la salinité est plus basse en général, ou qu'en tout cas elle peut descendre, et que la température peut monter beaucoup plus haut et descendre beaucoup plus bas. Le parasite il est actif à partir de 14 degrés à peu près en mer, donc quand on commence à voir des nacres malades, généralement c'est que la température est au-dessus de 14 degrés, en dessous il n'y a pas tellement d'activité du parasite. Nous, ce qu'on a testé au tout début, ça a été de prendre des nacres saines à l'ECAT, on les teste avec de la biologie moléculaire pour savoir si elles sont infectées ou pas, parce que visuellement on ne le sait pas, tant qu'elle ne déclare pas la maladie, la nacre elle est complètement normale. Puis elle va se déclarer et en 2 jours elle est morte. Donc on peut les tester, on en a ramené ici à l'époque où il n'y avait plus de nacre ici depuis 1 an. En 15 jours, en circuit ouvert, elles ont été contaminées. Donc le parasite se promène, et donc c'est pas une... On voulait essayer de démontrer c'était si la population de l'ECAT était elle-même résistante. A priori elle ne l'est pas, vous prenez l'ECAT, vous la mettez ici, eau de mer courante, elle se fait contaminer. Là, ça fait maintenant, donc on parle de 2016-2017, il n'y a plus de nacre ici, a priori le parasite semble en tout cas ne peut être présent. J'ai des nacres moi en aquarium là, depuis 3 mois, un circuit ouvert volontairement pour voir si elles se font contaminer, elles ne sont pas contaminées. Et donc là on est en train, en fait on a fait ça parce que la réserve voudrait réintroduire des nacres dans le milieu naturel pour voir si on arrive si elles survivent en fait, tout simplement. Et donc là on est en train de valider ça, l'eau est chaude, elles ne sont pas contaminées, elles se portent plutôt bien, donc fin d'été on va les réintroduire. Mais c'est un peu aussi malheureusement jouer à l'apprenti sorcier, parce que la population de l'ECAT elle a peut-être un patrimoine génétique différent de celle d'ici, on ne sait pas. Donc du coup on va essayer ça va rester assez réduit, mais voilà, on ne sait pas pourquoi elles ne se font pas contaminer à l'ECAT. Par contre c'est vrai qu'à l'ECAT, quand on est près de l'entrée du gros, donc de l'entrée de l'eau de mer, là on a des nacres qui sont contaminées et qui meurent. Donc il y a quand même un lien direct avec la mer. Voilà. Et puis on se pose la question aussi d'autres de substitution du parasite, puisque si en mer il n'y a plus de nacre et que le parasite est toujours là, c'est quand même quelque chose qui les porte. Bon là par contre il semblerait qu'après plusieurs mois on n'ait plus de parasites, donc on va croiser les doigts et espérer que ça soit fini pour l'instant. Voilà. Oui. Est-ce que dans vos recherches, vous envisagez aussi l'impact des hydrocarbures, des gazages des navires sur la biodiversité? Oui, tout à fait. Donc c'est ce que je disais, dans tout ce qui est mené comme étude, il y a les microplastiques, il y a les hydrocarbures, il y a aussi la recherche de molécules, de bactéries qui pourraient justement aider à la dégradation de ces hydrocarbures. Oui, ça fait partie des travaux. Alors actuellement, c'est vrai que les hydrocarbures en tant que tels, ils sont moins étudiés ici. C'est plus, je pense, l'IFREMER, des laboratoires du côté de Brest aussi qui travaillent un petit peu plus sur ces thématiques-là. Mais ça l'a été. Et c'est vrai qu'on a une coloration, si je peux dire ça comme ça, plutôt microplastique là sur l'observatoire, perturbateurs endocriniens et un petit peu moins hydrocarbures, mais on a eu ces thématiques de recherche et on a des spécialistes d'ailleurs de la dégradation des hydrocarbures et de leur impact à l'observatoire. J'ai un corollaire à ces questions-là. Je passe son micro. Est-ce que le milieu aquatique, aquarium, n'est pas un coin idéal pour l'expérimentation in situ sur l'effet de plastique sur le poisson et les autres? Les aquariums? Oui, donc c'est pareil, c'est des thématiques qu'on développe. Il y a un projet sur ça? Oui, il y a beaucoup de projets en fait, qui sont menés. Vous avez un projet ici? Pardon? Est-ce que tu as un projet ici? Ah oui, alors moi j'ai pas personnellement un projet dessus, par contre on accompagne des scientifiques qui travaillent sur ça. Impact des microplastiques sur le corail, et on voit que les billes de microplastiques s'intègrent dans le squelette du corail. Impact des microplastiques sur les larves de poissons, ça pose des problèmes. Impact des microplastiques sur les microalgues, ça pose aussi des problèmes. Donc oui, c'est testé, c'est extrêmement testé, et mieux que ça, en fait, on a une start-up dans les locaux qui est issue en fait de beaucoup de scientifiques de l'observatoire qui s'appelle Plasticati, qui travaille justement sur la caractérisation et la dégradation des microplastiques en mer. Ils conseillent les industriels pour mieux formuler les microplastiques, enfin mieux formuler leur plastique en fait, et en particulier tout ce qui est adjuvant au plastique, tout ce qui va rendre leur souplesse, leur résistance aux UV. Parce qu'en fait, dans la problématique du plastique, il y a le plastique lui-même, le matériau, et il y a ce qu'on lui rajoute pour le rendre souple, pour le rendre résistant aux UV, pour le colorer. Donc tout ça, c'est vraiment étudié par plein d'équipes à l'observatoire et aussi par cette startup. Donc c'est vraiment un sujet important. Yes.
Une question, l'augmentation de la température, on parle beaucoup de l'augmentation de température, donc l'eau va s'augmenter aussi. Est-ce que vous avez une étude sur l'impact de la biodiversité marine avec l'augmentation de la température? Alors, sur l'impact à l'observatoire même, sur la biodiversité au sens large, non. En fait, on est focalisé sur certaines espèces et on regarde qu'est-ce qui se passe à cause de ces augmentations de température. Donc, c'est entre autres la dernière étude dont je vous parlais avant de vous parler des petits fonds côtiers, c'était les gorgones et l'impact de l'acidification et du réchauffement. Où là, ce qui va être étudié, c'est regarder comment les algues qui se fixent sur la roche, qui vont servir de support ensuite à la fixation des gorgones, vont être impactées par le réchauffement climatique et aussi par l'acidification du milieu. Donc ça, c'est un des sujets. L'impact du réchauffement climatique sur le corail, qu'il soit tropical ou méditerranéen, on l'a fait, et on continue à le faire aussi. On fait aussi des choses sur l'impact au niveau température sur des crustacés. Là, ça va être de la physiologie, par exemple, qui va être étudiée. Donc, c'est aussi des sujets d'actualité. Et dans le réchauffement climatique, il y a deux choses à distinguer. Il y a le réchauffement global, qui fait monter progressivement l'eau des mers et des océans. En Méditerranée, on considère là, que depuis une trentaine d'années, on a pris entre 0,5 et 0,8 degrés. Pas partout. Chez nous, ça semble encore être assez stable. Ça, c'est le global. Et c'est-à-dire que ça, le retour en arrière va être difficile parce que c'est toute la masse d'eau de la surface au fond qui sera impactée. Et ce qu'on observe maintenant et qui a des effets plus pervers et plus rapides, c'est ce qu'on appelle les canicules marines. C'est ce qu'on observe, alors là, cette année, heureusement, on n'y est pas encore, mais c'est un phénomène où il n'y a plus de vent, qui fait très chaud, la mer, en fait, ne bouge plus, et il n'y a plus en fait, de ce qu'on appelle de thermocline, ou en tout cas la thermocline descend très profondément, c'est-à-dire la différence entre l'eau froide et l'eau chaude, et vous allez vous retrouver très rapidement avec des variations importantes de température, mais là on parle plus de 0,8 degrés ou 0,5 degrés sur du long terme, on parle de 5 ou 8 degrés d'augmentation de température en quelques jours. Et si ça se maintient, là évidemment, on a des mortalités importantes. On en a eu ici un peu l'été dernier. On n'est pas monté très très haut, on est monté à 25, mais 25 degrés à 20 mètres, c'est pas normal. Et à la fin de l'été, on a observé la mortalité sur des animaux fixés. Tout ce qui bouge, en général, ça leur pose pas de problème. Les poissons, ils s'en vont. Mais tout ce qui est fixé, le corail, les gorgones, les éponges, au bout d'un moment, elles sont touchées. Et aux îles Médès, on est allé faire du suivi de gorgones au mois d'octobre. La plupart des gorgones étaient mortes. Parce qu'ils avaient eu une canicule, ils avaient subi une canicule sous-marine. Là, on a eu l'impression que ça repartait dans le même scénario il y a quelques jours en arrière. Température montée 23, 24, et puis ça descendait. Et puis là, avec le vent, ça y est, c'est stabilisé. On est redescendu à des températures un petit peu plus fraîches. Mais ça bouge, en fait, c'est des masses d'eau aussi qui viennent du large, qui repartent. Et donc, c'est à surveiller de près. Et donc ça, c'est un truc aussi sur lequel il va falloir vraiment se pencher, parce qu'il n'y a pas que le réchauffement global, il y a ces phénomènes ponctuels qui, eux, sont dramatiques. Alors après, il faut positiver tout ça. Le milieu marin a quand même des possibilités de résilience exceptionnelles, et donc espérons quand même que si on met tout un ordre de marche, ça va prendre du temps. Nous, on sera peut-être plus là, mais lui, il va se régénérer. C'était juste pour revenir au grand nacre. Vous savez d'où venait le parasite? Parce que non. si du coup vous les réintroduisez et qu'il revient dans 1 ou 2 ans, ça On sait ça pas. va pas beaucoup avancer. Ouais, voilà, exactement. C'est ça aussi le problème de la réintroduction, c'est qu'on ne sait pas s'il est présent sous forme enkystée, hein, c'est un protozoaire, donc il peut s'enkyster à un moment donné. On ne sait pas trop. L'origine, on ne la connaît pas. C'est un parasite, comme je le disais, qui est unicellulaire, qui fait quelques microns, 4 ou 5 microns, donc même au microscope optique, on ne le voit pas, on peut faire de la microscopie électronique. Et il y a même une question qui se pose en fait, hein, c'est que dans les années 80, quand il y a eu la forte mortalité qui a été observée, il y avait des très grandes populations de grandes nacres, et puis elles ont disparu. On a dit c'est les plongeurs, entre autres c'est les plongeurs. Mais est-ce qu'à l'époque c'était déjà pas le parasite, et est-ce que ce parasite c'est pas finalement un système de régulation de la population de grandes nacres? Peut-être même en allant à l'extrême du raisonnement, puisqu'on connaît de mieux en mieux les fonds marins, on peut se dire peut-être que la nacre en fait c'est un animal qui vient en lagune et qui vit pas en mer, et peut-être quand elle se retrouve en mer, elle est affaiblie et elle meurt, on ne sait pas. Donc c'est des recherches à venir qui vont nous permettre de vraiment définir ça. Toujours est-il qu'on avait des belles populations de grands nacres qu'on les a plus et qu'on considère que c'est patrimonial. Donc moi là, ce que je vous dis, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. A priori c'est pas ça quand même, le truc c'est qu'il y a un parasite qui est arrivé, peut-être par les eaux de ballast d'un navire, parce que c'est ça aussi les modes d'introduction, c'est les eaux de ballast, c'est-à-dire les eaux qui équilibrent les tankers quand ils font des traversées transatlantiques ou qui viennent d'ailleurs d'autres continents. Ils récupèrent de l'eau à un endroit, ils la relarguent à un autre, et évidemment ils transportent plein de choses, des larves et des parasites. Et peut-être que ce parasite a aussi été introduit à ce moment-là. Donc c'est difficile de dire est-ce qu'il est natif de la grande nacre, est-ce qu'il a été introduit. Il s'appelle Aposporidium pinae, il porte le nom de la grande nacre parce qu'il a été déterminé dans la grande nacre, grâce aux outils d'aujourd'hui, moléculaires et microscopie électronique. Et s'il faut, il est présent depuis 50 ans et personne ne l'avait jamais vu.
parce qu'il n'était pas néfaste, parce qu'il y a aussi encore un autre truc, hein, peut-être qu'il n'était pas néfaste parce qu'on n'avait pas des problématiques de pollution et de réchauffement climatique. Souvent c'est multifactoriel, donc c'est difficile de répondre à la question, mais il faut occulter aucune des hypothèses. La plus probable, c'est qu'effectivement c'est une espèce envahissante qui est arrivée et qui a attaqué un mollusque dans lequel il s'est trouvé. Est-ce que ça ne peut pas être un problème génétique aussi, puisqu'elles s'étaient concentrées pas mal ici, donc elles se reproduisent entre elles? Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas une mutation génétique qui fait qu'elles ne résistent plus maintenant à la... C'est ça, dans la première hypothèse, ce que je disais là sur, elles sont montées en densité très forte, hein, c'est souvent ce qui se passe, hein, quand il y a des fortes densités, à un moment donné il y a un phénomène de régulation. Est-ce que c'est pas ça? À Perfit par exemple, il y avait 1500 nacres hein, sur un territoire qui était tout petit, donc elles se retrouvaient collées les unes aux autres, et c'est vrai que ça ne ressemble pas à une structure de population de nacres habituelle. Donc voilà, mais maintenant dans les étangs, dans les lagunes, elles sont extrêmement nombreuses. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas rentrer dans l'eau tellement elles sont concentrées, et pourtant elles ne meurent pas. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe en mer. Oui, pardon, bonsoir. Ici, pardon. Oui, vous avez expliqué qu'il y a des eaux, des aquariums de recherche qui sont rejetés dans le milieu naturel, et pour éviter une éventuelle dissémination de l'arbre, voire tropicale, il y avait une stérilisation de cette eau. Et je voudrais en savoir un petit peu plus sur les modes de stérilisation. C'est du chauffage? Alors la stérilisation, c'est de l'ultrafiltration. On filtre très très fin et on passe sur UV. Alors pour tout vous dire, ça c'est ce que nous imposent les services vétérinaires. C'est-à-dire qu'en gros les services vétérinaires nous disent vous avez du tropical, vous stérilisez, enfin vous passez sur une filtration très fine, donc vous allez retenir les larves et vous passez sur UV, donc tout ce qui passe derrière, les bactéries, parce qu'il n'y a pas que les larves, il y a aussi des bactéries associées à ces organismes qui peuvent se retrouver en mer et du coup devenir pathogènes pour le milieu naturel alors qu'ils viennent d'ailleurs. Donc ça c'est ce que nous impose la réglementation, c'est pas les services vétérinaires, en fait, c'est la réglementation qui nous impose ça. Nous, quand on travaille sur du tropical, on ne rejette rien en mer, c'est-à-dire qu'en fait on travaille en circuit fermé. L'eau des aquariums, quand on la change, elle est récupérée, elle est javelisée. On peut neutraliser la javel avec un produit qui s'appelle du thiosulfate. Et ensuite, ça peut être renvoyé ou en mer ou plutôt à l'égout. En fait, c'est des petits volumes, on est sur des petits volumes au quotidien. On parle de quelques centaines de litres sur une semaine, sur l'ensemble de nos installations. Et donc on préfère faire ça. Moi, on a eu une inspection vétérinaire il y a encore 15 jours. Et j'ai vraiment expliqué à l'expéditrice que je n'avais aucune confiance dans le système. Et que du coup je préférais fonctionner comme ça par des changements ponctuels et une stérilisation chimique qui est neutralisée, c'est de l'eau de javel, de toute façon c'est un produit qu'on utilise, on le neutralise, il n'y a plus rien qui reste à la sortie et ça part à l'égout ou ça repart en mer, mais en tout cas là après tu passes à l'eau de javel, je vous garantis, il n'y a plus rien dedans. Oui. Excusez-moi, c'est un peu comme la Cholera taxifolia qui s'était, on va dire, développée, sachant qu'elle s'est régulée, on va dire, naturellement parce que c'était le patrimoine génétique identique, donc il y a un moment, donc mais ce qui est plus problématique, c'est la racémosa, donc l'algue accrochée, donc qui est plus qui est plus problématique, quoi. Donc c'est la racémosa en fait, mais qui en plus est problématique parce qu'elle disparaît à un moment donné en hiver, on la voit beaucoup moins. Donc on a l'impression qu'elle a régressé, puis elle revient, et elle est beaucoup plus tolérante que la taxifolia en plus. Donc voilà. Maintenant, elle est aussi moins envahissante malgré tout, elle va beaucoup moins vite. Je pense qu'elle est un peu consommée, alors que la taxifolia c'était quand même plus dur. Voilà, elle a beaucoup envahi la Méditerranée orientale, elle a beaucoup aussi envahi Porquerolles, Porquerolles et tout ça, et finalement c'est en train de s'équilibrer. Donc on peut espérer aussi qu'ici à un moment donné ça va finir par se tasser et trouver un équilibre. Mais en tout cas voilà, ça nous a marqué parce que c'était vraiment la première espèce exotique envahissante qu'on avait dans nos eaux et qui était aussi visible. Quand vous avez 1 mètre carré, donc ça va, mais quand il y a le mètre carré, en tout, moi, il a fallu que j'aille avec la personne le voir et c'est en cherchant au bout de 5 minutes qu'on a retrouvé ce mètre carré qui était vraiment caché, dans le reste, donc c'est pas hyper visible. Quand on commence à avoir plusieurs centaines de mètres carrés, là par contre ça le devient, c'est très visible. J'ai une dernière question pour la nacre. Tu disais tout à l'heure que dans les étangs, les nacres résistent aux parasites, mais peut-être que le parasite est moins concentré au niveau des étangs qu'en mer, non? Ça serait étonnant parce que les lagunes sont quasi fermées, hein, donc on peut supposer quand même qu'il y a une concentration. En général, ce qui est dans les étangs, souvent, c'est beaucoup plus abondant en nombre. Ça prolifère dans les étangs. C'est très riche en étang, une lagune, et donc en général ça prolifère. Donc si c'était ça, logiquement, moi j'aurais tendance à te dire que non, je pense que c'est pas un problème de densité. De toute façon, à mon avis, il ne faut pas grand chose pour que quand elle est contaminée, ça parte en cacahuète très très vite. Oui. Il y avait, j'ai oublié le nom de l'animal, mais il y avait dans un certain temps, bonsoir d'abord. Il y avait on pêchait, c'était des espèces de petites comme pommes de terre
crois que ça s'appelait des violets, oui, complètement disparu. Est-ce que vous faites des études sur des choses qui ont complètement disparu et qui... Alors, parce que ça, c'était quand même, on en trouvait assez facilement. On en trouvait facilement. Le violet a disparu à la fin des années 90, peut-être entre 96 et 98, je pense. Ça a disparu d'un coup. Et a priori, alors le problème c'est que je pense qu'à l'époque, ça allait très vite et que les outils n'étaient pas disponibles et qu'on n'avait pas autant de dieux sous l'eau qu'on en a maintenant. Et les études n'ont pas pu être menées, je pense, à temps. Donc on a supposé que c'était une virose, que c'était un virus en fait qui avait touché cette population. On ne peut pas le reproduire, on ne peut pas refaire ça. Alors, on s'il le reproduit en captivité, du violet on en trouve en fait, on le trouve de manière, alors c'est pas anecdotique, on en trouve quand même un petit peu, mais on ne retrouve plus effectivement les densités qu'il y avait avant, où le grand truc des plongeurs c'était de manger du violet sous l'eau même, donc il y en avait partout. Là c'est vrai qu'on n'est plus sur ces densités-là et on suppose qu'effectivement la mortalité qu'il y a eu, c'était lié à un virus. Mais ça n'a jamais été prouvé. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce serait possible que le parasite qui tue les nacres, serait-il possible qu'il soit amené par certaines larves de poissons ou des animaux? Alors, il peut être. Alors, par des larves de poissons, ça paraît. Enfin, pourquoi pas, fixer dessus. En fait, les parasites, on va avoir des parasites à cycle direct, c'est le cas, c'est-à-dire que là, on a un parasite qui va se reproduire dans la nacre, faire un parasite qui va revenir directement dans la nacre. Et puis, il y a d'autres parasites où on va avoir un mollusque qui va se contaminer, qui va contaminer un poisson, qui va contaminer un oiseau, puis l'oiseau va faire des excréments, ça va revenir, ça va faire une boucle. Là non, là, ce parasite-là, il peut pas être, il n'a pas eu un hôte intermédiaire, en tout cas, c'est pas un poisson qu'il a apporté parce que c'était un hôte, ça peut être des poissons qui l'ont apporté parce qu'il était collé dessus par hasard, mais en tout cas c'est un animal à cycle direct. Par contre, ce type de parasite peut voyager sur des plastiques, et dans la problématique des plastiques en mer, il y a ça qui maintenant rentre en jeu aussi, c'est le transport de bactéries pathogènes, c'est le transport d'organismes non indigènes, d'espèces exotiques, qui voyagent fixés sur des plastiques qui eux-mêmes voyagent grâce au courant. Et donc le poisson, pourquoi pas, mais ça serait quand même étonnant, puisque c'est pas qu'un poisson, ça a du mucus, donc s'il n'est pas à l'intérieur du poisson, il n'y a pas de raison qu'il le transporte. Mais par contre, voilà, quelque chose du plastique ou la carapace d'une tortue, pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison la pêche est interdite dans le port de Bagnols? Et est-ce que la vie dans le port est étudiée par... La pêche est interdite dans le port de Bagnols? Oui. Tu as un panneau à chaque... Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a à chaque fois interdit de pêcher. Je sais pas, je me demande si c'est pas simplement des problèmes de sécurité et de conflits d'usage avec les plaisanciers. Alors les ports, il faut savoir que, évidemment, ce sont des réceptacles de pollution, malheureusement, mais de moins en moins, puisque les produits qui sont utilisés sont de plus en plus vertueux quand même. Mais ça reste aussi des zones extrêmement riches, c'est des nurseries hyper importantes, maintenant on le sait. Il y a des études menées ici à l'Observatoire par une équipe qui travaille sur le rôle des perturbateurs endocriniens et des polluants dans les ports, sur les larves de poissons, parce qu'en fait ces ports vont servir de site d'attraction pour beaucoup de larves, donc elles vont venir se mettre dans ces zones artificielles, plutôt que d'aller sur les zones naturelles, où elles vont trouver de la protection, de l'habitat, tout ce qu'il faut, mais en même temps elles vont être soumises à des polluants. Et donc ça reste des zones importantes, mais je ne pense pas que l'interdiction de pêche soit liée à une problématique de protection. C'est effectivement, c'est pas nous qu'on voit pêche interdite, mais tout le monde pêche de toute façon. Et je pense que c'est juste pour pas que les lignes se mélangent avec les bouts et tout ça. Je pense que c'est plus ça, en fait, c'est des problématiques de conflit d'usage, peut-être de risque aussi, hein, des gens qui pourraient tomber à l'eau. Je verrais plutôt ça comme ça, mais en tout cas, c'est pas pour protéger l'environnement, ça c'est certain. Le rôle de protection, enfin de la valeur écologique des ports, elle est démontrée depuis peu. Ça fait quelques années qu'on voit que le port a vraiment ajouté à des services importants en termes de biodiversité, même si c'est artificiel et pollué. Et les interdictions, oui, c'est partout et ça fait longtemps, mais c'est vrai que ça m'a pas marqué, parce que comme on voit tout le temps quelqu'un qui pêche dans un port, c'est vrai que ça m'avait pas plus interpellé que ça. Est-ce qu'il y a eu des études de fait depuis que le port a été refait, justement, avec tous les nouvelles cages à poissons, tout ça? Non, ça peut être pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de petits poissons, justement, quand on se promène le long. Le port a été reconstruit de manière assez ergonomique pour la faune marine. Ça a été fait, je pense, de manière très... on n'a pas été sollicité, de très très loin. Mais bon, je pense que ça a été fait de manière assez cohérente. Et donc ça paraît juste logique que si on améliore la qualité du milieu, qu'on crée un petit peu d'espace de nurserie, ce qui a été le cas,
qu'on ait un petit peu plus de diversité. Et puis après, quand on parle de canicule marine et de réchauffement de la température de l'eau, ça a des effets pervers, puisqu'évidemment, ça va tuer tout ce qui est fixé. Et par contre, en termes de reproduction, sur les poissons en particulier, ça a des effets hyper positifs. Ça favorise la reproduction de certaines espèces. Et donc du coup, les stars par exemple, les barracudas, tout ça, quand il y a un été qui est très chaud, se reproduisent en masse. Donc c'est aussi pour ça que certains étés, on cumule quand même année après année ces problématiques de canicule marine plus ou moins fortes. C'est pour ça aussi qu'on a du recrutement, donc l'apparition de juvéniles qui est meilleure finalement. Bonsoir. Est-ce que vous faites des mutations au sein de l'aquarium et est-ce qu'après vous relâchez des espèces, peut-être hybrides? Non, du tout. Non, alors déjà, reproduire les espèces natives, c'est compliqué. Donc faire des mutations, non. Après, par contre, il faut savoir, et ça Anne-Marie pourrait mieux en parler que moi, que maintenant avec les outils moléculaires, on arrive effectivement à faire des mutants sur certaines lignées d'animaux. Alors là, quand c'est fait, déjà c'est super compliqué, sur quelques espèces de méduses, ça va être ce qu'on appelle le zébrafiche, donc c'est un poisson d'eau douce en plus, c'est hyper complexe à faire. Et puis là, les animaux sont extrêmement confinés, ils sont dans un aquarium qui est lui-même connecté à rien, dans une pièce qui est sous réglementation, donc il y a les risques d'échappement, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, de toute façon, c'est pas des espèces locales, c'est des espèces qui sont fragilisées par ces mutations. Non, on n'en est pas là. Si le jour on arrivera à faire des mutations, c'est qu'on maîtrisera tout. Et bon, il ne faudra pas faire des mutations, mais c'est vrai qu'on aura vraiment franchi un pas important dans la reproduction des organismes à ce moment-là. Oui, une question sur le rôle des perturbateurs endocriniens sur le milieu marin. Ben, ça va jouer justement sur la reproduction, entre autres. Ça va impacter souvent les juvéniles qui vont avoir des gonades, donc leurs organes de reproduction qui vont se transformer. Il faut savoir qu'en plus, en milieu marin, il y a beaucoup d'espèces, alors je vais parler de poissons principalement, mais il y a beaucoup d'espèces de poissons qui sont hermaphrodites, soit simultanées, sont assez rares quand même à se reproduire en tant que mâle et femelle en même temps, soit successives, donc vous allez avoir beaucoup d'espèces qui sont d'abord femelles et qui après vont devenir mâles, ou l'inverse. Et évidemment, dès que vous avez des perturbateurs endocriniens qui rentrent en jeu là-dedans, en particulier au moment de la mise en place des organes génitaux de ces poissons, ça va complètement perturber les cycles et derrière, les reproductions qui vont suivre, elles seront beaucoup moins efficaces. Donc c'est entre autres ça qui peut jouer. Ça va aussi influencer tout ce qui est métamorphose. Je vous disais, ces organismes marins, les adultes pondent dans leur milieu naturel habituel, la côte rocheuse par exemple, ils mettent leurs œufs, les œufs partent au large, les larves se développent dans le plancton, reviennent. Un poisson tel que le sard par exemple, qui est un poisson qui va picorer sur les rochers, quand il est en pleine eau au large, qui fait 8 mm, il est adapté au niveau dentition, au niveau tractus digestif, à consommer du plancton. Il arrive sur la côte, il se métamorphose. C'est une métamorphose qui est radicale, il va changer de couleur, il était transparent, il devient coloré. Il change ses dents, parce que ses dents lui permettaient de manger du plancton, là il faut qu'il broute. Il change son microbiote, évidemment, puisque il va falloir que les bactéries associées à son tube digestif permettent de digérer de nouveaux aliments. Et donc là, les perturbateurs endocriniens vont jouer un rôle. On sait qu'évidemment, il y a ces hormones qui contrôlent toutes ces modifications au niveau dentaire, au niveau physiologique de la digestion et tout ça. Et si là, vous rajoutez un perturbateur endocrinien, ça va aussi impacter la métamorphose. Donc c'est à deux niveaux. Métamorphose entre la larve et le juvénile, et après, vers la phase adulte, des problématiques de reproduction. Il y a plusieurs groupes qui travaillent là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, à l'observatoire, il y a plusieurs groupes qui travaillent dessus. Il y a un modèle ici qui est très utilisé, c'est le poisson clown. Parce que le poisson clown, qui est un modèle marin tropical, on arrive à le reproduire, c'est compliqué, mais on sait le faire. C'est des animaux qui vivent très très vieux, les couples se maintiennent pendant 30 ans, c'est très stable. La reproduction, on sait la mener. C'est des petites pontes de quelques milliers d'alevins qui sont menées à terme. Et voilà, donc on maîtrise tout ça, et c'est vrai que c'est un bon modèle d'étude qui ne demande pas des gros volumes, et qui permet de faire plein de choses dans des temps assez réduits. Bon, merci beaucoup Pascal. Merci.